C'est l'une des plus grandes impostures littéraires de tous les temps. I basically was like, I'm fucking done. I don't care what the consequences are. J'ai été effondré lorsque j'ai compris. Je comprends tout à fait qu'elle se soit amusée à jouer ce rôle au début. L'ascension fulgurante d'un auteur JT était tellement célèbre, ses fans lui vouaient un culte. qui cache de nombreux secrets. Il y avait quelque chose d'ambigu. On sentait qu'il y avait anguille sous roche. Tout le monde s'inquiétait de son état. Je me suis méfié. Un énorme scandale va être révélé. Quel choc de découvrir sa folie. Pour Vanity Fair, le journaliste Bruce Handy a mené l'enquête sur cette histoire incroyable. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Imposture littéraire ». Le voici en images. C'est en 2002 qu'un nouveau groupe de musique se fait connaître à San Francisco. On les appelle Tistel. Astor Jones est à la guitare et sa partenaire Emily Fraser, dite Speedy, interprète les chansons écrites pour le groupe par un nouvel auteur. Speedy était la chanteuse de Tistel. Elle interprétait les chansons écrites par J.T. Leroy. J.T. Leroy est l'étoile montante de la littérature. Il rencontre le groupe 10 ans auparavant lorsque Speedy trouve J.T. confus et sans domicile dans le Tenderloin. Un quartier de San Francisco réputé pour la drogue, la prostitution et la violence. Speedy et Astor ont bon cœur. Ils ont recueilli J.T. lorsqu'il était sans domicile. Avec le temps, et malgré ses nombreux retours dans la rue, ils étaient toujours là pour lui. Puis ils ont créé leur groupe sous le nom de Tistel. Selon moi, Tistel représentait parfaitement les nouveaux groupes quand ils débutent. Ils étaient toujours partants pour faire de la promotion et faisaient tout leur possible pour être vus. Tistel était une histoire de famille. Ils sont devenus les parents que JT n'a jamais vraiment eus. I think it's very important for JT to have that structure. We really coalesced, came together as a family. Tous les trois découvraient la célébrité, mais plus particulièrement J.T., qui avait grandi dans la pauvreté extrême et l'exploitation sans limite. J.T. Leroy est né le soir d'Halloween en 1980, une date qui n'est pas anodine. J.T. a eu une enfance des plus traumatisantes. Il a grandi en Virginie occidentale, tout près des Appalaches, connu pour la pauvreté extrême de ses habitants. Sa mère était une prostituée. Elle travaillait principalement dans les relais routiers en Virginie occidentale. Elle l'habillait avec des vêtements de fille et le forçait à se prostituer dès l'âge de 7 ou 8 ans. Dès son plus jeune âge, J.T. Leroy ne savait pas vraiment à quel genre s'identifier. C'est ce qui peut expliquer son allure et son timbre de voix très féminin. Il parlait toujours très doucement et avec un accent du Sud. Et puis sa mère lui donnait beaucoup de drogue. On parlait surtout d'un abus d'héroïne. Je suis sûr qu'ils consommaient d'autres drogues durant leur tournée. À un moment, J.T. Leroy a contracté le VIH. Il s'est retrouvé dans les rues de San Francisco où il se prostituait. Puis Speedy l'a de nouveau hébergé. Après avoir emménagé chez Speedy et Astor, J.T. s'adapte difficilement à son nouvel environnement. Il retourne souvent dans la rue, attiré par les vices de son ancienne vie.
Souffrant d'une dépression sévère et ayant des pensées suicidaires, il va chercher de l'aide. Speedy lui a donné le numéro d'un psychologue, Torrance Owens. Le docteur Owens s'occupait du centre d'appel pour adolescents suicidaires à la clinique psychiatrique Macaulay. JT a accepté de parler au Dr Owens, mais seulement par téléphone. Durant des années, il s'appelait régulièrement pour ses séances. Le Dr Owens pousse son patient à écrire dans le cadre de sa thérapie pour l'aider à surmonter l'abus sexuel dont il a été victime. I started writing because my therapist told me to. Grâce au Dr Owens, JT s'est mis à écrire des histoires. Puis il est entré en contact avec ses auteurs préférés. Un jour, le téléphone a sonné. Je pensais que c'était une adolescente qui m'appelait. Elle m'a demandé « Vous êtes bien Bruce Benderson ?»« Oui, qui est à l'appareil ?» Et là, elle m'a simplement dit qu'elle adorait mon travail. Bruce Benderson est un célèbre auteur. Nombre de ses romans et essais ont été publiés. Il est réputé pour écrire sur la face cachée de New York. Je lui ai demandé quel était son âge. Et c'est là que j'ai appris qu'elle avait 14 ans. À ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait absolument que je raccroche. Mon travail est destiné à un public adulte. Je ne veux pas en parler avec des adolescents. Je lui ai dit « Tu n'es pas un peu trop jeune pour ce genre d'histoire ?» Elle m'a répondu « Non, moi aussi, je suis une prostituée. » Je suis resté sans voix. J'ai fini par lui demander si c'était bien une fille. Et elle m'a rétorqué qu'aux dernières nouvelles, c'était un garçon. Ce mystérieux garçon a attisé la curiosité de Benderson. Que lui voulait-il? Puis est arrivé l'inévitable, ce que je redoutais. Il m'a dit que lui aussi écrivait. Je pensais que j'allais recevoir un texte d'un jeune de 14 ans, que j'allais l'encourager et passer à autre chose. Mais dès les premiers mots, j'étais fasciné. Je n'ai jamais lu un texte aussi beau écrit par un jeune de 14 ans. JT Leroy écrivait des textes très durs sur une partie de l'Amérique que les citadins ne connaissent pas. Quand ce jeune homme est arrivé, je me suis dit qu'il y avait de l'espoir pour cette nouvelle génération d'écrivains. JT travaille d'arrache-pied avec Bruce Benderson. Il est fou de joie lorsque sa première nouvelle est enfin publiée. Cependant, malgré son succès, il n'est toujours pas débarrassé de ses démons. Un matin, le téléphone a sonné. C'était JT qui était à l'hôpital. Il tenait des propos incompréhensibles. Il était en pleine crise psychotique. Il disait que son grand-père avait pris possession de lui et de la télévision. Quel choc de découvrir sa folie. JT a toujours été très fragile. Tout le monde s'inquiétait de son état. JT Leroy provoquait un sentiment de bienveillance chez beaucoup de ses écrivains. J'étais très affecté. D'une certaine façon, je le maternais. Alors que JT suscitait la compassion et l'admiration des auteurs qu'il rencontrait, d'autres le décrivaient comme calculateur. Dans le monde littéraire, tous ceux à qui j'ai parlé avaient le sentiment d'empêcher JT Leroy de se suicider. Mais d'un coup, la conversation passait brusquement des envies suicidaires de JT à dit « Tu peux me présenter cet écrivain ?» ou bien « Qu'est-ce que tu penses de ma dernière histoire ?» JT me téléphonait assez souvent. C'était pour lui un moyen de faire sa publicité. Je suis journaliste, j'écrivais pour de grands journaux, j'avais donc un intérêt pour lui. En fin de compte, c'était pour l'aider à progresser dans son ascension. C'est en 2000 que le premier roman de JT, Sarah, a été publié. Il devait contenir des éléments autobiographiques.
Son livre parlait de prostituées dans les relais routiers en Virginie occidentale. C'était incroyable que ce jeune de 16, 17 ans écrive un tel livre. C'est un hommage à une mère qui n'a pas réussi. Sarah a reçu de très bonnes critiques. Le livre a reçu un accueil chaleureux et s'est très bien vendu. Le jeune auteur a conquis de nombreux fans, malgré son refus de faire une tournée promotionnelle. Il devait promouvoir son livre, mais il n'a pas voulu se montrer en public. JT souffrait d'une timidité maladive, ce qui provoquait chez la plupart des personnes le besoin d'aider ce garçon, de le représenter et de parler en son nom. Here is JT Leroy's intro. I get asked a lot, how come I ain't reading? Well, the God's honest truth is I never learned how. Thank you, JT Leroy. La fascination résidait autour du mystère de ce jeune homme brillant au lourd passé. Il n'a jamais rencontré les auteurs et les relecteurs avec qui il correspondait par téléphone. Il avait toujours une bonne raison. En général, c'était à cause de ses angoisses. Il ne voulait pas qu'on le voie ni qu'on le touche. C'était tout à fait compréhensible qu'il refuse de lire des extraits de son livre en public, car il avait peur de me rencontrer alors qu'on se parlait au téléphone pendant plusieurs heures chaque semaine depuis de nombreuses années. Donc, s'il ne pouvait pas faire ça, il était inconcevable pour lui de se montrer en public pour faire des lectures. Ses plus grands fans réclament une rencontre avec leur auteur, ce qui va déclencher une suite d'événements extraordinaires. Mentors et fans se retrouveront le souffle coupé. Après coup, je me rends compte que toutes les personnes ayant aidé JT l'ont traité avec gentillesse et respect, pour en fin de compte se faire avoir. L'auteur du moment, JT Leroy, maintenant âgé de 20 ans, voit son deuxième livre publié, intitulé « Le livre de Jérémie ». C'est un recueil de nouvelles mettant en scène un jeune homme qui fuit son horrible passé. Ce livre a captivé les jeunes. JT Leroy avait un groupe de lecteurs très enthousiastes. On peut même parler de culte à ce stade. Alors que son public augmente à une vitesse folle, JT accepte de participer à la promotion de son livre. Il est l'invité d'une émission allemande et fait quelques shootings pour des magazines. JT Leroy a fait de plus en plus d'apparitions publiques. À chaque fois, il ressemblait à une figure céleste, parce qu'il était pâle et ne parlait que très peu, voire pas du tout. Il était petit et mince. Son visage était partiellement recouvert par d'énormes lunettes. Et il portait une perruque blonde et un chapeau. C'était donc à ça que ressemblait JT. Il avait un air d'Andy Warhol, ce qui lui donnait un côté captivant pour certains. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu à New York. JT avait un côté androgyne. C'était tellement important pour moi de le rencontrer. On a mangé ensemble. Speedy était avec nous et c'est elle qui a fait toute la conversation. JT était très discret. Emily Fraser, dite Speedy, est l'ange gardien de JT depuis qu'elle l'a sorti de la rue. Par ailleurs, elle est en quelque sorte son agent et l'aide à gérer sa carrière. Lors de ma rencontre avec JT, Speedy était là. Elle rôdait dans les parages. Lorsque Marjorie Sturm réalise un documentaire sur la vie de JT, Speedy est constamment présente et surveille chaque détail. C'est une personne étrange. Elle est très impliquée dans la vie de JT et contrôle tous ses faits et gestes. Pendant que je l'interviewais, Speedy n'arrêtait pas de lui dire de faire attention et de ne pas dire ceci ou cela.
J'ai rencontré JT à la fête de fin de tournage du livre de Jérémie. Je couvrais l'événement pour le LA Times. Et cette femme aux cheveux rouges orangés, dans le style kabuki, avec un maquillage prononcé, m'a demandé si je travaillais bien pour le LA Times. Elle me dit « Je m'appelle Speedy, je fais partie d'un groupe avec JT. Ce serait génial si vous pouviez écrire un article sur nous. » Ensuite, elle a dit à JT « Viens là, Nancy veut te parler. » Dès qu'il s'agit de promouvoir le groupe ou de gérer leur célébrité, c'est Speedy qui prend les rênes. C'est Speedy qui était aux commandes. Mais c'est pour JT que les gens se déplaçaient. Il était l'attraction principale. C'est à une vitesse incroyable que JT, ancien prostitué dans les relais routiers, devient l'auteur du moment. C'est une version extraordinaire du rêve américain. Selon moi, voir qu'un enfant venant de la rue arrive au sommet prouve qu'en Amérique, n'importe quel individu peut y arriver s'il se donne les moyens. De nos jours, ceux qui arrivent à s'en sortir par eux-mêmes sont considérés comme des héros. JT était un modèle pour les victimes de maltraitance. Like, it was really painful to go back and look through it because it just brings up so much emotional stuff. JT était devenu un vrai phénomène de mode. Toute la jet set, que ce soit l'élite ou certaines célébrités d'Hollywood, tout le monde ne parlait que de JT qu'en termes élogieux. Ils étaient tous derrière lui. JT était en quelque sorte adulé par les gens. Des célébrités lisaient des extraits de son livre. Des musiciens, chanteurs, acteurs et actrices prenaient la place de JT pendant les sessions de lecture. JT est devenu de plus en plus célèbre. Il est rentré dans le cercle privé des célébrités. À ce stade, il n'avait plus peur de se montrer en public. C'était sa façon à lui de conserver le mystère. Il a commencé à s'éloigner de moi. Il n'avait plus le temps de me parler, mais ce n'était pas grave. Il était comme un fils qui, devenant adulte, doit faire ses propres expériences avec d'autres personnes. Mon rôle était de le soutenir, car je voulais vraiment qu'il réussisse. On peut affirmer qu'au milieu des années 2000, J.T. Leroy est devenu le plus grand auteur de la littérature américaine. Cependant, tout le monde ne le voyait pas comme un enfant prodige. J'ai participé à une lecture à San Francisco. J'ai lu les premières pages de son roman Sarah. Stephen Beachy, un célèbre écrivain de San Francisco, avait des soupçons. Je trouvais que son style d'écriture était très en avance pour son âge. Il utilisait des mots qui ne correspondaient pas à un enfant qui a vécu dans la rue. Donc, je me suis méfié. J'ai travaillé dans le Tenderloin, j'ai vécu à Polk Street et j'ai des amis qui y vivent toujours. Je n'ai jamais vu J.T. Leroy. Personne n'a jamais croisé J.T. Leroy, cet enfant qui se prostituait à Polk Street. Beachy a feuilleté les dossiers d'archives et n'a trouvé aucune trace d'un Jeremiah Leroy, né le soir d'Halloween 1980 en Virginie occidentale, comme J.T. le prétend. Il y avait quelque chose de très ambigu. On sentait qu'il y avait anguille sous roche. Je n'ai trouvé aucun document attestant de son existence. J.T. Leroy, ancien adolescent qui se prostituait. Considéré comme enfant prodige par la critique littéraire, reconnu comme génie par les stars d'Hollywood, est couvé par le couple qui l'a sorti de la rue. Ce n'est qu'en 2005 que je me suis mis à enquêter sérieusement sur J.T. Leroy.
En mars, mon conjoint a été rendre visite à un ancien camarade d'école. À son retour, il m'a raconté qu'il avait appris qu'un autre de leurs camarades d'école, appelé Jeffrey Knoop, et sa compagne, Laura Albert, étaient à l'origine de JT Leroy. Tous deux avaient créé ce personnage pour aider à promouvoir leur groupe, Thistle. Après des recherches plus approfondies, Beachy découvre que Speedy et Astor, les membres du groupe Thistle, sont des noms de scène. Astor, le guitariste, s'appelle en réalité Jeffrey Knoop. Quant à sa compagne, Emily Fraser, son vrai nom est Laura Albert. Sachant leur vraie identité, j'ai voulu en savoir plus. Qu'avaient-ils fait? D'où venaient-ils? Laura Albert est née en 1965. Elle a vécu à Brooklyn Heights, juste à côté de chez moi, avec ses parents et sa petite sœur. Elle a eu une enfance très difficile. Ses parents avaient divorcé. Laura avait déclaré qu'elle avait été maltraitée étant enfant. Elle avait subi des abus sexuels. Elle ne pouvait pas compter sur sa mère, qui a été assez imprévisible et négligente d'une certaine façon. Âgée de seulement 16 ans, Laura vit dans les rues de New York, adopte un style punk et traîne avec un gang de rue. Laura se retrouve à San Francisco où elle rencontre Jeffrey Knoop en 1989. Ils ont alors 23 ans. Jeff Knoop est né en 1966 à San Francisco. Ses parents se sont séparés alors qu'il n'avait que 2 ans. En grandissant, il s'investit dans la scène punk de San Francisco. Il devient alors un guitariste passionné. C'est grâce à la musique que Jeff et Laura se sont rapprochés. Ils ont commencé à écrire des chansons ensemble. Jeffrey et Laura ont 2 points communs, la musique et un passé douloureux. Leur collaboration va les mener à faire des choix qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ce qui est intéressant, c'est que Jeff vivait vraiment pour la musique. Alors que pour Laura, la musique était une sorte de passerelle pour atteindre un autre objectif. Elle se fichait d'être une star. C'était pour elle un moyen de s'affirmer. Voulant comprendre les liens entre JT Leroy et le couple, Beachy entre en contact avec Dennis Cooper, un auteur américain très en vogue qui s'est lié d'amitié avec JT. Cooper a en effet gardé tous les courriers qu'ils se sont échangés. Je ne savais pas vraiment ce que je cherchais, mais j'étais sûr qu'il y aurait des réponses que JT ne voulait pas qu'on découvre. J'ai trouvé un numéro de téléphone appartenant à un certain Paul. Je l'ai appelé et lui ai demandé s'il connaissait Laura Albert, ce qu'il m'a confirmé. Selon lui, Laura passait énormément de temps au téléphone et elle pouvait prendre différents accents. Paul, un ami de Laura, l'ayant souvent aidé avec l'administratif, avoue l'avoir entendu parler au téléphone avec différents accents, asiatiques, anglais et même scandinaves. There we go. This is the look. This is the alternative look. Au moment où Jeff et Laura se sont mis ensemble, elle était hôtesse de téléphone rose. Elle s'inventait de nombreux personnages. Beachy s'interroge. Laura Albert pourrait-elle être à l'origine du fameux accent du sud de JT? Avec JT, pendant très longtemps, on s'est confié l'un à l'autre lors de nos conversations au téléphone. Il avait un accent du Sud vraiment très prononcé, l'accent des Appalaches. J'étais convaincu que JT Leroy était en fait Laura Albert. J'ai donc demandé à JT de me prouver que c'était une personne à part entière. Mais il a seulement répondu qu'il n'avait aucun intérêt à prouver son existence. En octobre 2005 est publié l'article de Stephen Beachy dans lequel il affirme que Laura Albert est derrière le personnage de JT Leroy. C'est elle qui a écrit les livres et qui parlait au téléphone. Nombre de ses mentors ne prennent pas au sérieux cet article.
Je n'ai pas cru une seconde à son article. C'était impossible. Steven est un de mes anciens clients. Je pensais qu'il était jaloux du succès de ce garçon qui débarquait. Quand j'ai lu l'article de Steven Beachy, j'étais stupéfaite. Tout faisait sens. Mais une fois l'article lu, j'ai commencé à avoir des doutes. C'est comme si je ne pouvais pas accepter que JT n'était qu'une invention. Pour moi, il était impensable que JT ne soit pas réel. J'avais eu tellement de contacts avec lui. Ses écrits étaient en parfait accord avec son vécu. Je me suis senti obligé de le protéger. C'était comme si on disait à quelqu'un que son enfant n'existait pas. C'est à ce moment que j'ai compris que JT avait touché de nombreuses personnes sur le plan émotionnel, en évoquant son passé d'enfant maltraité. Cela lui a permis de créer un lien avec son public. Steven Beachy n'avait pas de preuves irréfutables. Le plus gros point d'interrogation restait la personne qui jouait le personnage de JT en public. C'était ça la vraie question. Si Laura Albert était derrière ses écrits, qui se cachait derrière la perruque et les lunettes? Après les révélations de Steven Beachy sur JT, le journaliste du New York Times, Warren St. John, prend le relais de cette enquête. Si Laura Albert était le cerveau derrière JT Leroy, qui avait donc accepté de jouer ce rôle en public? Je pense qu'une grande partie des personnalités de la littérature ont vu cette imposture prendre fin. Mais pas tous. Les amis proches de JT ont voulu garder espoir. Un des éléments manquants de mon article était le nom de la personne qui jouait JT en public. On m'avait dit que c'était un des membres de la famille de Laura, mais je n'avais aucune preuve. Qui aurait pu accepter de jouer le rôle de JT Leroy? Et pourquoi? Au cours de cette nouvelle enquête, le journaliste du New York Times, Warren St. John, découvre une photo de Savannah Knoop, la demi-sœur de Jeffrey Knoop. Pour St. John, la ressemblance est frappante. Warren St. John trouve une photo de Savannah Knoop sur Internet. Elle ressemblait étrangement à JT Leroy. Il a donc envoyé cette photo à de nombreuses connaissances de JT en leur demandant si, d'après eux, cela pouvait être la même personne. Savannah Knoop est la demi-sœur de Jeffrey Knoop. Si on compare une photo de Savannah avec une photo de JT, on se rend bien compte que ce n'est qu'une seule et même personne. En fin de compte, Warren St. John a réussi à avoir Savannah au téléphone et il lui a demandé si c'était vrai. Elle a simplement répondu qu'elle ne s'occupait pas du tout de ça. Pour St. John, c'était un aveu et il a donc publié son article. Lorsque l'article de Warren a été publié, il a confirmé tout ce que j'avais dit. J'avais raison. Et enfin, on le prouvait. La sortie de l'article de Warren St. John sur JT Leroy en janvier 2006 est un événement important pour le New York Times. Éditeurs, fans et proches, tout le monde reste sans voix après avoir découvert la plus longue imposture littéraire qui ait jamais existé. J'étais effondré lorsque j'ai compris. Pendant presque 10 ans, j'ai passé énormément de temps à le soutenir, à m'occuper de lui. Je lui ai fait de nombreuses confidences. On avait une relation très forte avec JT. Quand je me suis rendu compte que tout était faux, ça m'a anéanti. J'ai immédiatement écrit un mail à JT en le suppliant de me répondre et de me dire que ce n'était pas vrai. C'est comme si j'avais été entraîné dans une spirale de doute. Mais je n'ai jamais eu de réponse. C'est à ce moment que j'ai su qu'il n'y avait pas de JT Leroy. Laura Albert, son compagnon Jeffrey Knoop et Savannah Knoop refusent de répondre à ces allégations. Mais rapidement, l'un d'entre eux parle aux médias.
Jeffrey Knoop, tout juste séparé de Laura Albert, accepte de raconter à Warren St. John toute l'histoire. Pour la première fois, il avoue que Laura était en effet à l'origine de cette imposture. Un mois plus tard, Jeffrey Knoop soumet à Bruce Handy de Vanity Fair son point de vue sur cette affaire. I don't owe Laura anything, and I don't wish bad things upon her, and I'm not out to destroy her. But at the same time, I'm not going to keep her secrets. Selon Jeff, il avait commencé à souffrir de crises d'angoisse. C'était comme si toute l'affaire de JT Leroy était devenue incontrôlable. I basically was like, I'm fucking done. I don't care what the consequences are. And again, I'm not the one who broke the story. All I did was go on record and say, yes, she wrote it. I mean, there is no JT. D'après ce que Jeff m'a dit, lorsque les textes de JT ont eu de plus en plus de succès, Laura s'est rendu compte qu'il fallait absolument que quelqu'un rencontre en vrai JT Leroy pour que ses livres soient publiés. Un jour, Laura avait décidé que Savannah serait la personne idéale pour jouer ce rôle. Lorsqu'ils en ont discuté avec Savannah, elle a tout de suite accepté. Jeffrey affirme que Laura et Savannah ont passé des heures à parler avec l'accent du sud de JT, à s'approprier son langage et son passé. Et sur un coup de tête, ils décident de donner à JT un style unique. Jeffrey et Laura emmènent Savannah choisir une perruque et des lunettes. Curieusement, l'ensemble a fonctionné. D'une certaine façon, Savannah Knoop était une bonne remplaçante pour JT. Elle a un petit côté fragile. Si je me mets à la place de Savannah, je comprends tout à fait qu'elle se soit amusée à jouer ce rôle au début. C'est vrai que c'est plutôt amusant à faire. Ça m'a fait du mal. J'étais blessé. Il fallait que je parle à Laura. Je lui ai dit que si elle me disait la vérité, je la soutiendrais. Mais pour ça, elle devait tout me raconter. Au lieu de ça, elle ne m'a pas répondu et a raccroché. Donc, j'ai coupé les ponts. Du côté des auteurs, après avoir découvert la vérité sur JT Leroy, certains se sont sentis trahis et d'autres ont préféré en rire. Certaines personnes étaient en admiration devant cette imposture. Pour commencer, elle a créé ce personnage atteint du VIH et qui avait été aussi victime de maltraitance. C'est un point très sensible. On a tous perdu énormément de personnes à cause du sida. Et voilà que ce petit garçon apparaît et devient le porte-parole de cette génération. Elle a abusé de ma gentillesse et de celle de mes collègues en jouant la carte du sida. C'est pour ça que je ne lui pardonnerai jamais. Pendant l'année qui a suivi l'article du Times, Laura Albert et Savannah Knoop refusent tout commentaire. L'agent de Laura a fait la déclaration suivante. Laura ne nie pas être à l'origine de JT, mais le cœur de cette affaire est de savoir comment elle se défendra elle-même. Après la révélation, Laura et Savannah ont pris beaucoup de temps pour réfléchir à une histoire plausible. Après avoir menti et trompé tout le monde, comment allait-elle arriver à s'extirper de cette situation ? Laura Albert, une femme de 40 ans venant de Brooklyn, se fait passer pour un jeune garçon de Virginie occidentale, forcé par sa mère à se prostituer dans les relais routiers. C'est une histoire captivante qui va devenir l'une des plus grandes impostures littéraires de tous les temps. You know, there are people who really felt connected to JT, and they were very hurt. And I completely understand that. And I wish I could have done it another way. I hold those relationships very sacred. And Jeff, my partner, did say, well, pull the plug. And it was like asking me to get rid of my son or something. I couldn't do it. I really had written in my diary, if you take him, I will die. I couldn't imagine life without him.
Pour Laura Albert, le personnage Jetty Leroy faisait vraiment partie de sa vie. Laura a utilisé comme prétexte le fait qu'elle était suicidaire, tout comme Jetty, qu'elle ressentait la même souffrance que lui. Elle a créé ce personnage pour avoir de l'aide, car elle pensait que personne ne la réconforterait. Elle croyait qu'il sauverait ce jeune garçon. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle voyait, c'était qu'elle ressentait une telle souffrance. Mais elle n'a jamais exprimé de regret pour nous avoir manipulés. Elle ne se met pas à notre place. It wasn't a game. It wasn't something that I really felt I had any choice. I just had no way to release this pain. It was a way for me to channel my madness, my pain. The books were always published as fiction. Ceux qu'elle a vraiment trahis sont les personnes avec qui elle a passé des années à communiquer par téléphone en prétendant être quelqu'un d'autre. Mais il n'y a aucune loi interdisant de se faire passer pour un jeune garçon au téléphone auprès d'étrangers afin d'être publié. Mais en fin de compte, même lorsque l'on crée un personnage fictif, certaines lois s'appliquent. 7 mois après la révélation de l'imposture de Jetty Leroy, la société de production de Jeffrey Levy Inty, Antidote Film, poursuit Laura Albert pour fraude et rupture de contrat. Jeffrey Levy Inty engage des poursuites contre Laura Albert. Il avait un contrat avec elle pour adapter son livre Sarah. La société de production affirme que le contrat signé par Jetty Leroy, un personnage inventé, est caduc. En apprenant que Jetty Leroy n'était pas réel, Jeffrey Levy Inty s'est dit que le film n'aurait plus autant de succès. Il a donc déclaré que sans Jetty Leroy, il n'y aurait pas de film. Il a gagné son procès. Le tribunal a condamné Laura Albert à payer une amende de presque 350 000 $ pour les frais de justice et 116 000 $ de dommages et intérêts. Ça a été un soulagement de la voir être accusée de fraude. Elle ne pouvait pas s'en sortir indemne après avoir exploité et manipulé toutes ces personnes. Laura avait-elle créé cette supercherie pour attirer l'attention et devenir célèbre ? Ou bien était-ce la preuve d'un trouble de sa personnalité ? Le docteur Terence Owens, le psychologue travaillant à San Francisco qui a poussé le jeune Jetty Leroy à écrire, est sans doute le mieux placé pour parler d'elle. Have you ever given her any opinion on whether you thought that what she was doing was a deception? No. Do you think she was putting on a hoax? No. Has Laura ever told you that she was putting on a hoax? No. Why do you think she wasn't putting on a hoax? It's a superficial understanding of her psychopathology. Really misunderstands it. She's a lot sicker individual than I think is obvious on a superficial contact with her. Have you made any diagnosis with respect to Miss Albert about multiple personalities? And I think it is an aspect of her psychology. Yes, I do. Tenu au secret professionnel, le Dr Owens n'a pas voulu nous dire si Laura souffrait de troubles de la personnalité multiple. Il a refusé d'être interviewé. Then I think I'll shave my mustache. No one knows I'm really a man. Les personnes proches de Laura Albert, y compris son ancien amant Jeffrey Knoop, ne pensent pas qu'elle avait de mauvaises intentions. En réalité, ils la décrivent tous comme une personne malade qui cherchait simplement à être aimée. I feel guilty doing these interviews. There's a part of me that's cringing because I'm betraying Laura. Même si je n'approuve pas ce qu'ils ont fait, c'est aussi une histoire humaine très intéressante. En effet, tout est parti de cette femme qui n'arrivait pas à exprimer ses émotions et ses besoins de façon plus conventionnelle. Je n'ai pas pris cette histoire à la légère. Je croyais vraiment en lui. Je l'appréciais sincèrement. Apprendre que Jetty n'était qu'une pure invention est l'une des pires trahisons de ma vie.